Bonsoir Jean-Marc Ayrault. Bonsoir. Vous êtes député maire de Nantes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et un des soutiens de François Hollande. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que Claude Guéant vous a cité tout à l'heure en réagissant sur l'affaire... je l'ai écouté. Voilà, d'espionnage présumé de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande. Il a dit, Jean-Marc Ayrault a dit, si c'est avéré, je serai indigné. Eh bien, si c'est avéré, je serai indigné aussi. Mais il a ajouté quelque chose, je voudrais qu'on écoute ensemble. On a des accusations à formuler, on les précise, on apporte des preuves, on saisit l'autorité hiérarchique ou judiciaire selon les cas. Mais les insinuations, ça suffit. Voilà, est-ce que cette affaire d'écoute ou en tout cas d'espionnage présumé, de fiches d'informations sur Valérie Trierweiler, c'est une insinuation de plus de la part du Parti socialiste contre le pouvoir? Vous savez que l'information vient de l'Express, donc c'est pas le Parti socialiste, c'est pas les candidats socialistes aux primaires. Non, je pense qu'il y a un climat dans notre pays qui est préoccupant, mais qui s'appuie sur des réalités. C'est récemment qu'une plainte a été déposée pour abus de pouvoir, violation de la loi par des hauts fonctionnaires de l'État chargés de la sécurité concernant le respect des sources des journalistes, notamment du Monde. Dans l'affaire Bettencourt. Dans l'affaire Bettencourt. Et puis, c'est aussi une violation des écoutes téléphoniques. Donc, quand on viole la loi, quand on est au plus haut niveau de l'État, eh bien, on crée un climat qui est néfaste à un bon fonctionnement de la République. Donc, je crois qu'il y a vraiment, à la veille de cette élection présidentielle, un message à faire passer. Un des enjeux de la présidentielle sera de recréer de la confiance. Qu'aujourd'hui, les gens doutent de l'indépendance de la justice, doutent de l'impartialité des hauts fonctionnaires dans l'exercice de leur mission, et ont le sentiment que, au fond, cette République, elle ne fonctionne pas normalement. Il faut la remettre à l'endroit, c'est indispensable. Mais est-ce que du coup, vous ne jouez pas sur ce climat, vous, non, les socialistes aujourd'hui, pour peut-être, je ne sais pas, puisque là, on part comme vous d'affirmation, mais pour en rajouter, pour surfer sur des affaires possibles pour déstabiliser. Est-ce que vous pouvez dire là que j'en rajoute ? Moi, je suis attaché à l'état de droit, je suis attaché à l'état républicain. Je ne suis pas un accusateur public, je ne suis pas un colporteur de ragots, de rumeurs, je trouve ça parfaitement lamentable. D'ailleurs, je veux bien que quand on fait tout ça, on crée un climat qui donne l'impression d'un pourrissement, d'un écœurement, qui profite soit à l'abstention, soit au vote extrême, et notamment à l'extrême droite. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que la France fonctionne, mais elle ne fonctionnera que si elle s'appuie sur ce qui est là en commun, c'est-à-dire la République. Et la République, c'est pas qu'une proclamation comme ça, et liberté, égalité, fraternité au fronton de nos mairies ou de nos écoles. C'est un fonctionnement de la démocratie qui respecte les pouvoirs et qui respecte aussi les contre-pouvoirs. Est-ce qu'il va y avoir une plainte? Est-ce qu'il va y avoir une démarche? Vous ne savez pas ce soir. Je ne sais pas. J'ai entendu tout à l'heure aussi la réaction de François Hollande. Il dit si c'est avéré, c'est extrêmement grave. Oui. Et là, évidemment, il ne faudra pas laisser passer. Simplement, pour l'instant, nous n'avons qu'une information de l'Express. Moi, je serais ministre de l'Intérieur. Je ferais faire immédiatement une enquête dans mes services. Parce que soit des ordres ont été donnés, mais je n'imagine pas que ça puisse être le cas, qu'on puisse aller fouiller dans la vie privée de quelqu'un qui est la compagne d'un candidat à la présidence de la République. Je ne peux pas l'imaginer. Donc si c'est le cas, si c'est pas le cas, alors que le ministre de l'Intérieur dise ben non, j'ai fait faire une enquête administrative, et si ensuite, s'il le faut, des plaintes seront déposées, que la justice fasse son travail. Bon. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire des écoutes des journalistes, au point que Claude Guéant, ministre de l'Intérieur lui-même, a dit c'est pas des écoutes, ce sont des repérages. Enfin, vous voyez, on joue sur les mots. Mais vous voyez, c'est pas encore la même affaire. Hein. C'est pas encore la même affaire à cette heure-ci, d'autant plus que... Bien sûr que c'est pas la même affaire. Voilà, je répète ce que j'ai dit. Si les faits sont avérés, c'est indigne. Vous savez que l'argument, notamment à l'Élysée, mais aussi peut-être au ministère de l'Intérieur, c'est Valérie Trierweiler est une journaliste politique connue. Pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin d'aller faire une fiche de signalement sur elle? Ou alors ça voudrait dire que tous les journalistes sont fichés et c'est toute une question. Vous savez, il y a beaucoup de bruit sur les écoutes. On dit qu'on écoute les téléphones. Les gens sont de plus en plus méfiants, vous savez très bien. Oui, mais en même temps... Vous, les journalistes, vous méfiez quand vous avez votre téléphone. Les hommes politiques commencent à se méfier. Quand dans une société comme la nôtre, dans une république, on commence à se méfier les uns des autres, et notamment qu'on commence à se méfier de l'État, qui devrait garantir les droits des citoyens, alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, cette formule, j'y tiens, il faut remettre la République à l'endroit à tous les niveaux. Et remettre la République à l'endroit, c'est faire fonctionner tous les étages de la démocratie. Et donc vous aussi ne pas jouer trop sur des rumeurs et en jouer. Voilà, c'est un peu le risque. Hein. Il faut respecter les institutions, il faut respecter le Parlement, il faut respecter les collectivités locales. Vous savez ce qui s'est passé aux élections
sénatoriale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette poussée? Parce que les élus locaux qui sont en première ligne pour répondre aux problèmes des gens, des Français, ont l'impression d'être méprisés, abandonnés. Et il y a des élus du centre et de la droite qui ont dit ça suffit, qui ont adressé un message qui fait qu'aujourd'hui la gauche est majoritaire au Sénat et que Jean-Pierre Bel et le président, on le sait. On va parler des primaires, parce que c'est le débat décisif demain soir, et c'est sur BFM TV évidemment, à partir de 20h30 en direct. On fera évidemment un avant-débat, un après-débat très tard dans la soirée pour avoir les principales déclarations. Est-ce que ce débat, il est d'une certaine façon dans la tête de François Hollande et de ses soutiens, c'est déjà joué? C'est un peu ce qu'on lui reproche, vous savez, c'est que il est un peu sûr de lui et qu'il est à sa manière d'être comme ça, de surplomber le débat et de volontairement se montrer consensuel. Il a déjà joué cette partie. Non, pas du tout. Je peux vous dire, pour parler beaucoup avec lui, et puis on se connaît depuis 15 ans quand même, on a travaillé ensemble très étroitement, et notamment quand Lionel Jospin était Premier ministre et lui-même était Premier secrétaire, on a vraiment travaillé en équipe. Et donc je crois que c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi sa candidature à la présidence de la République. Il sait que c'est un travail difficile. D'abord d'être candidat, c'est une épreuve, et puis ensuite de gouverner le pays, surtout dans une période de crise comme la nôtre. Donc la candidature de François Hollande ne vient pas par hasard. Il sait qu'il faut être à la hauteur. Non, mais là, je ne parle pas de hasard. Je dis, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas trop sûr de lui? Non, justement, il n'est pas sûr de lui. Il est sûr de lui. Il est solide. C'est quelqu'un qu'il faut être solide pour être candidat à la présidence de la République. Mais il n'a aucune, je dirais, suffisance à l'égard du résultat. Il sait que c'est difficile. Il sait que l'élection, ce n'est pas un sondage. Ce sont les électeurs qui viennent. Et moi, je souhaite dire, c'est un formidable acte de modernité démocratique qu'ont fait les socialistes avec les primaires. Tout le monde disait qu'ils vont se bouffer le nez, et vous allez voir, ça va être la... Demain soir, ils ne vont pas se bouffer le nez, vous croyez? Je crois qu'ils ont suffisamment conscience de leur responsabilité devant les Français, mais aussi de la gravité de s'engager pour être candidat à la présidence de la République, pour ne pas se laisser aller. Donc moi, je leur fais confiance, et vous avez vu, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je suis fier que le Parti socialiste ait donné cette image de démocratie nouvelle, d'air frais dont le pays a grand besoin. Alors François Hollande sait que ce sont les Français qui, pour la première fois, sans être inscrits au Parti socialiste, vont pouvoir désigner le candidat socialiste. Et donc lui, ce qu'il sait aussi, c'est que le choix de la candidature, ça se mérite. Donc il est candidat, il veut convaincre jusqu'au bout. Mais vous voyez, il a cette dignité qui fait qu'il n'attaque jamais ses concurrents. Et puis, il se rend bien compte. Il n'attaquera pas non plus demain soir. Non, parce qu'il a déjà le style présidentiel, d'une certaine façon. Parce que ce n'est pas une élection législative. On n'élit pas un Premier ministre ou un ministre des Affaires sociales ou du Travail, ni un premier secrétaire du Parti socialiste. C'est pas un congrès. On s'adresse au peuple français. Ça, c'est un peu une attaque pour les autres, hein? Non, parce que c'est une attaque pour les autres candidats. Dans les votes précédents, c'était à l'intérieur du Parti socialiste, donc c'était tout à fait différent, à 200 000 à 300 000 personnes. Tandis que là, on espère bien qu'il y en aura beaucoup plus. S'il arrivait en tête, ou un autre d'ailleurs, ou si un autre candidat arrivait nettement en tête. Est-ce que la question se pose aujourd'hui de savoir si vous organiserez un deuxième tour? On a entendu que ça coûterait trop cher, et que ça coûterait peut-être trop cher politiquement, parce que peut-être que la bataille serait dure entre les deux finalistes et qu'elle servirait à l'UMP. Une élection, c'est présidentielle comme les autres, dans ce type de scrutin, c'est à 2 tours. Si quelqu'un a la majorité, il est élu au premier tour. Mais s'il ne l'a pas, il faut que les électeurs, en l'occurrence ce sont les citoyens français, décident. Et moi je crois que se lancer dans des spéculations de cette nature, je pense que c'est pas respecter le corps électoral, c'est pas respecter ceux et celles que j'invite à venir nombreux participer au choix du candidat socialiste. Écoutez, je ne sais pas. Attendons le résultat du 9 octobre. Évidemment, mais je veux dire, s'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, il y aura 2 tours en fonction des résultats. Et digne, et qu'on ne rentre dans aucun calcul ou aucune spéculation et arrangement. Je pense qu'il faut donner de la force à celui ou celle qui va être désigné. Vous le savez que je soutiens François Hollande, vous l'avez dit. Moi, je souhaite que le vote soit net. Ceux qui vont venir voter, s'ils sont nombreux, et qu'ils aient conscience que plus on donnera un vote net en faveur du candidat qui arrivera devant, peut-être premier, je crois qu'on lui donnera de la force pour l'élection présidentielle elle-même, c'est-à-dire dans l'affrontement politique et démocratique avec le président sortant. Et quand hier, Jean-Louis Borloo s'est retiré de la course, enfin hier avant-hier, j'ai remarqué une phrase hier de François Hollande. Il a dit la conséquence, c'est que la candidature unique de la droite est aujourd'hui plutôt en marche, et ça doit faire réfléchir la gauche. Je respecte les Verts, je respecte Mélenchon, mais en fait, il faut qu'on gagne au premier tour. Moi, j'ai entendu, eh bien, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît, retirez-vous pour laisser une victoire claire au candidat socialiste, éventuellement à moi-même, dixit François Hollande. Alors, je suis attentivement, j'ai participé à plusieurs meetings avec François Hollande, je l'ai accompagné, j'écoute bien ce qu'il dit.
Lui, là, il est comme moi et comme beaucoup de Français, marqué par ce qui s'est passé en 2002. Le 21 avril. Oui. Et il sait, et à juste titre, que l'élection présidentielle ne se gagne pas qu'au deuxième tour, c'est d'abord au premier tour que se gagne. Pour d'abord être qualifié pour le deuxième tour. Est-ce qu'il demandera aux Verts et à Jean-Luc Mélenchon de laisser la place pour qu'il y ait une candidature unique à gauche? C'est pas ce qu'il a dit, simplement il s'adresse à la gauche, il s'adresse aux électeurs, aux citoyens. Et d'abord à la primaire. Donner de la force aux candidats, c'est très important, mais ensuite lui donner l'élan nécessaire pour être très haut au moment du premier tour de l'élection présidentielle, parce que c'est la condition pour gagner au second tour. Et rappelez-vous, alors 2002, le candidat n'était pas qualifié au deuxième tour, mais en 2007, Nicolas Sarkozy était nettement devant. Alors le fait qu'il y ait sans doute une candidature unique de la droite donne un avantage en nombre, disons d'un point de vue arithmétique. Alors après, ce qui compte, c'est la dynamique politique. Et la dynamique politique, il faut absolument qu'elle se fasse autour du candidat socialiste. Donc c'est ça le message de François Hollande. Mais parce qu'il y a une telle volonté de changement dans notre pays qu'on n'a pas le droit de décevoir. Il y a beaucoup de gens qui me disent comme ça, Monsieur Hérault, faites quelque chose. Alors ils me le disent à Nantes, alors moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me demandent? Il y a peut-être un problème dans un quartier. En fait, ils me disent, non, faites quelque chose pour qu'on gagne les élections présidentielles. Pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors qu'est-ce que vous allez faire, qu'il y par avait exemple, une question centrale dans la société française, qui était l'avenir de la jeunesse, c'est-à-dire la perspective qu'on donne au pays. Je crois que c'est quand même François Hollande qui l'a bien senti depuis longtemps. Il faudra voir les propositions très concrètes. Bah, mais c'est vrai que beaucoup de gens... L'éducation nationale, bien sûr, l'éducation nationale, bien sûr la jeunesse, bien sûr, mais ça c'est c'est pas des lieux communs, il faut trouver les moyens d'y parvenir. Absolument. Et François Hollande fait des propositions très concrètes. Qu'est-ce qu'il ferait pour Dexia? Qu'est-ce que vous feriez pour Dexia aujourd'hui? C'est la Banque des collectivités locales, elle est menacée de démantèlement. Dexia a été sauvée une fois en 2008, au moment de la crise financière. Donc c'est les Français qui ont payé pour sauver cette banque des collectivités locales, celle qui permet aux communes, aux départements, aux régions d'emprunter pour investir, pour les services publics, l'équipement, etc. Et puis là aujourd'hui, voilà que Dexia est à nouveau en crise et menacée de disparition. Donc c'est une catastrophe pour les collectivités locales. On ne pourra emprunter à nouveau, et c'est très très grave. Donc moi je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là, parce que en fait le résultat de ça, c'est que cette banque qui aurait dû être surveillée par l'État, parce que les banques ne devraient pas faire n'importe quoi, et ça fait partie des propositions que nous faisons, que fait François Hollande. Cette banque a joué avec l'argent. A joué avec l'argent, vous savez, c'est le système des subprimes, etc. Ils ont mis en place des systèmes de financement, j'allais dire, hasardeux, et aujourd'hui, on est dans cette situation de catastrophe. Alors comment en sortir? Il n'y a qu'un moyen, c'est de créer la banque publique d'investissement pour les collectivités locales et le développement des territoires. C'est ce que nous proposons, mais on ne peut pas faire autrement. Si on ne fait pas ça, alors de nombreuses collectivités locales vont plus pouvoir emprunter. Et là, déjà, on est en crise économique. Alors si on veut que ça soit la catastrophe, il faut réagir vite. J'espère que le gouvernement va le faire. Merci beaucoup. Sans attendre l'élection présidentielle. Merci Jean-Marc Ayrault d'être venu sur le plateau de BFM TV. Et donc le débat décisif, c'est demain soir, bien sûr, sur BFM TV. À partir de 20h30, dès 19h, on sera en direct évidemment des studios. Et puis après le débat, on commentera avec un certain nombre d'invités en direct. À tout à l'heure, on va parler avec Malek Bouti et Luc Ferry. Ce sera notre face-à-face. On reparlera des primaires et des affaires.